Bonjour à tous, un nouvel épisode de l'Afterlap, le podcast du sport auto, et aujourd'hui, événement, grande fierté pour moi, grand honneur que d'avoir Henri Pescarolo à nos côtés. Bonjour Henri. Bonjour à tous. Ça va Henri ? Eh ben ouais, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux aussi, enfin bon, on vieillit tranquillement. Bon, en tout cas, on te remercie beaucoup de nous recevoir. Je dis tout de suite que la richesse évidemment de ton parcours fait qu'on va avoir 3 épisodes différents avec toi. Aujourd'hui, on va parler de Formule 1, et oui. Ensuite, on parlera du Mans, ça, tu t'en doutes, avec 2 parties, toi pilote et toi chef d'entreprise et patron de ta propre équipe. D'accord ? Ok. Donc on commence par la Formule 1 si tu veux bien, parce que j'ai tendance à penser qu'Henri Pescarolo et la Formule 1, c'est parfois un peu occulté, évidemment, par rapport à tout ce que tu as réussi et ce que tu as fait au Mans. Est-ce que tu estimes que c'est vrai d'ailleurs, oui, qu'on ne parle peut-être pas assez de ta carrière en Formule 1 ? Bah, disons que c'est ma grande déception finalement quand on fait un retour en arrière. Tout pilote qui débute dans le sport automobile, son rêve, c'est d'être champion du monde de Formule 1 évidemment. Même si je ne rêvais pas forcément d'être champion du monde, ce que je voulais c'est avoir une belle carrière en Formule 1. D'ailleurs, quand Jean-Luc Lagardère a créé Matra Sport, il l'a annoncé dans la première conférence de presse qu'il a faite devant toute la presse, assez médusée d'ailleurs, en disant, alors qu'il était totalement inconnu, que Matra était une firme connue seulement des militaires. Il a annoncé, on sera champion du monde de Formule 1 et on gagnera les 24 heures du Mans. Donc, dans l'ordre chronologique, la Formule 1, ça passait avant. Moi, je venais de rentrer dans l'écurie Matra, et Matra Sport, et j'étais un pilote à l'essai, et non pas un pilote d'essai. Il y a une nuance importante. Donc je ne savais pas du tout ce que j'allais faire chez Matra et ce que je pouvais faire. Je savais que j'avais l'air d'être un peu près doué pour la conduite, je l'avais prouvé dans l'opération Ford Jeunesse. Maintenant, il me restait à prouver ce dont j'étais capable dans une monoplace, dans un prototype, afin de trouver ma place dans l'équipe Matra. Et ma grande déception, puisqu'on parle de Formule 1, c'est que Lagardère a été, Jean-Luc Lagardère, donc le patron de Matra, a été influencé par une presse qui était très largement francophobe à l'époque. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que je commence en Formule 1 en 68, alors que j'étais en Formule 2. Mais là, c'était vraiment pour faire tourner le moteur V12. C'était à Mexico, après c'était au Mont-Tremblant. Donc c'était mes premiers tours de roue dans une Formule 1. Et le moteur cassait tout le temps. Donc j'ai pas grand souvenir de ces 2 courses. Parce que d'abord, on avait pris sur ma voiture tout ce dont Veltoise avait besoin sur la sienne. Donc j'avais plus d'aileron, j'avais plus rien du tout sur la voiture. En fait, c'était pas mes débuts en Formule 1. Mes débuts en Formule 1, ça a été vraiment en 70. Bon. Mais c'est vrai que je voulais te poser une question sur 68. Attends, j'enchaîne parce que on se souvient pas. Tu fais le Grand Prix du Canada le 22 septembre. Or, Le Mans 68 est décalé au mois de septembre à cause des événements de mai. Et c'est le 28-29 septembre. Donc tu te souviens avoir fait l'aller-retour comme ça, de manière très serrée ? Ah oui, mais c'était des choses qu'on faisait très souvent à l'époque. Pour revenir sur une autre discipline, Tour de France automobile. Beltoise et moi, on était engagés au Tour de France avec des Matra du Mans, les 650. Or, au départ du Tour de France, on n'était pas là. Beltoise et moi, on courait aux États-Unis en Formule 1. Ah oui. C'est donc Larousse et Jabouille qui ont pris le départ pour nous. Et au bout de la fin de la première journée, on a débarqué, Beltoise et moi, de l'avion. On est arrivé en vitesse, prendre notre place, disons, dans les protos 650 pour continuer le Tour de France. Oui, donc ces allers-retours, quand on est dans des disciplines différentes comme monoplace, endurance, sport prototype, c'était des choses assez fréquentes. Surtout qu'en plus on faisait de la Formule 2 très souvent, donc on était sur un circuit en Formule 2, on partait faire les essais en Formule 1, on allait en Pro Sport Proto, donc
faire le Grand Prix du Canada au Mont-Tremblant et puis revenir au Mans, oui, c'était... Et puis après, tu es reparti aux États-Unis la semaine d'après, je te Voilà, le dis. donc Oui, c'était quelque chose d'assez classique, disons. bon, parce qu'on a l'impression qu'il y a 50 ans, c'était pas comme maintenant pour les déplacements, mais enfin, oui, c'était déjà de l'aventure, oui, ça c'est sûr. Donc, comme tu l'as dit, toi, tu oublies un petit peu ces 3 Grands Prix de 68, tu vas directement à 70. Oui, toi, c'était pas vraiment le début en Formule 1. On m'a mis dans la voiture parce qu'il fallait te faire tourner le moteur V12 qui à l'époque était très peu fiable, il cassait tout le temps. Ça a d'ailleurs valu une petite photo qui m'a posé beaucoup de problèmes chez Matra. J'étais au Mont-Tremblant et le moteur venait de casser. Le deuxième moteur venait de casser. J'étais donc dans la voiture et j'en avais tellement marre de ce moteur qui explosait toutes les 2 minutes que j'avais écrit merde sur le volant. Ah oui. Évidemment, un journaliste a pris la photo et l'a fait paraître, ce qui m'a valu quelques inconvénients après chez Matra. Parce que, évidemment, comme toujours, on accuse d'abord le pilote. C'est moi qui cassais les moteurs. C'est pour ça que ça m'avait foutu hors de moi, parce que je savais que j'avais fait aucune faute. Et au retour à Vélizy, on s'est aperçu que j'y étais pour rien et que c'était une faiblesse du moteur qui a été résolue par la suite. Donc mes vrais débuts, c'est 70. Avec une performance qu'on a oubliée, mais attends, elle est extraordinaire. Tu fais 3e à Monaco. Alors c'est là où je parle de cette presse affreusement francophobe. Parce que si on imagine ce qui se passe maintenant, un jeune pilote qui fait ses débuts en Formule 1 dans une voiture française, avec un moteur français, qui arrive 3e au Grand Prix de Monaco, ça ferait la une de l'équipe, par exemple. On est d'accord. Et donc moi, je ne m'occupe pas trop de ce que disent les journalistes. Dans toute ma carrière, je n'ai pas trop fait attention à ce qu'on disait de moi. Ce qui m'importait, c'était de savoir ce que je pensais de moi. Et j'étais beaucoup plus sévère en général que les journalistes sur ce que j'avais fait. Donc je m'amuse à regarder l'équipe du lundi. Je me dis, tiens, j'ai quand même fait un truc pas mal. J'ouvre l'équipe. Donc on parle de Rint et de Brabham, évidemment, qui sont premiers et deuxièmes, avec un accrochage dans le dernier virage. Pas un mot de la Matra, pas un mot de Pescarolo, voiture française, pilote français, rien du tout. C'est Édouard Sedler qui couvre le Grand Prix. Donc je lis l'article, toujours pas un mot sur moi. Et à la fin, accessoirement, je lis, Henri Pescarolo, lui, il a fait Rint pendant toute la course. C'est tout ce qu'on a dit de moi après le Grand Prix de Monaco. Oui. Donc, si tu veux, c'est quelque chose qui était assez étonnant, je dois dire, parce que Matra n'était pas bien vu par la presse française. Peut-être que Jean-Luc Lécarder était un peu arrogant, je ne sais pas, mais à l'époque, il y avait une seule nation qui faisait de la course automobile, c'était l'Angleterre. Nous, on n'existait pas, personne n'existait, c'était les Anglais, avec les fers de lance qui étaient Javi Krombach et compagnie. Donc, malheureusement, Javi Krombach était le conseiller de Jean-Luc Lagardère. Donc, je fais quand même une saison qui n'est pas trop pourrie pour un débutant en Formule 1, surtout avec une voiture qui était une poubelle, il faut bien le dire maintenant, la MS 120, c'était vraiment une poubelle. C'est-à-dire qu'elle n'était pas faite par ceux qui faisaient les protos, c'était une équipe à part. Ils avaient fait une voiture totalement ratée. Elle n'était pas rigide, elle ne tenait pas bien la route, elle n'était vraiment pas compétitive. Le moteur Matra n'était pas un très bon moteur de Formule 1 parce que c'était un moteur qui tournait à haut régime, qui n'avait pas beaucoup de couple, et les circuits de Formule 1 ne sont pas très rapides en général. Donc on est toujours dans la zone du régime, de tour, dans laquelle le moteur manquait de couple par rapport à un Cosworth par exemple. Donc on n'était vraiment pas à la fête avec cette voiture. Et à la fin de la saison, il y a Jean-Luc Lagardère qui se demande ce qu'il va faire pour 71. Donc moi, j'avais toujours appliqué la devise, si l'on peut dire, c'était une année pour apprendre, une année pour gagner. Donc j'avais fait ça en Formule 3. 67, je pulvérise tous les records, 11 victoires, je suis champion de France. 68, j'apprends mon métier en Formule 2, mais on se battait contre les pilotes de Formule 1 en Formule 2. Donc je gagne quand même à Albi, je fais une saison correcte. 69, c'était l'année pendant laquelle je devais être champion d'Europe. Je démarre la saison d'une manière tonitruante. Je suis en tête du championnat d'Europe. Et mon accident au Mans fait que je termine la saison très tardivement en ayant pas couru une grande partie de la saison. Donc je ne suis pas champion d'Europe. J'avais quand même prouvé pour mon retour en course au Nürburgring, dans le Grand Prix d'Allemagne de Formule 1 avec une Formule 2,
je gagne la catégorie Formule 2 et je suis 4e ou 5e en Formule 1. Donc je prouve quand même que malgré mon accident, sur le circuit l'un des plus dangereux au monde, j'avais prouvé que j'avais retrouvé mon niveau. Et donc dans ma tête, 71, c'était pour gagner. Parce que je savais que la MS120 allait être refaite, ça allait être une MS120D, donc une voiture plus compétitive. Et Jamie Kronbach, donc francophobe, comme tous les journalistes français de l'époque, dit à Lagardère, Jean-Pierre Beltoise, ce ne sera jamais un bon premier pilote, donc il faut prendre un bon premier pilote. Et il va dénicher Chris Amon chez Ferrari, qui n'est pas un mauvais pilote évidemment. Et donc Chris Amon arrive chez Matra avec un salaire incroyablement élevé pour l'époque, mais pas grand-chose quand même. Ouais. Et puis moi je me retrouve dehors. Ouais. C'est-à-dire que Jean-Luc Lagardère, qui m'a permis de devenir pilote de course, tout d'un coup il me tue. Une balle dans la nuque, dégagé. Et il n'y a pas de place pour vous. Alors vas chez Williams. Alors que dans ma tête, 71, je vais gagner. Comme j'avais fait en Formule 3, comme j'avais fait en Formule 2. Et je l'aurais fait parce que quand je passe dans une nouvelle formule avec l'ambition de gagner, il n'y a pas grand-chose qui m'arrêtait. Donc je me retrouve... c'est d'autant plus injuste que ton podium à Monaco, c'est déjà un exploit sensationnel. Mais tu fais 4 fois dans les points. Ouais, tu marques 8 points. 4 fois dans les points. Alors, il y a vraiment très, très bien. Il y a eu un circuit sur lequel, devant Lagardère, j'ai pas été bon. Je suis quand même arrivé 5e. C'est le Grand Prix de France à Clermont-Ferrand. La voiture avait un défaut rédhibitoire, la mienne en tout cas. Elle était incroyablement souvireuse dans les épingles. Et Jean-Luc Lagardère était dans l'épingle en bas derrière les stands. Oui. Et il voyait que j'arrivais pas à tourner. Donc il s'est dit, bon, c'est un mec, il marche peut-être bien, mais il sait pas régler sa voiture. Et quand Javi lui a dit, de toute façon, il faut mettre Beltoise deuxième pilote, ça l'a pas trop gêné. Donc en même temps qu'il m'a permis de devenir pilote de course, il m'a tué en ce qui concerne la monoplace. Parce qu'après, j'ai trouvé un volant, effectivement, chez Frank Williams pendant 2 ans. Oui. Mais bon, Frank Williams, c'était pas l'équipe qui allait devenir l'équipe championne du monde. Non. À l'époque, Frank... Son principe, c'est qu'avec l'argent qu'on lui apportait, il payait les dettes de l'année d'avant. Donc la voiture, c'était pas une mauvaise voiture, c'était une marche. Oui. J'ai eu quelques bons résultats. Tu fais 4e en Grande-Bretagne. Oui, donc j'ai eu quelques bons résultats. Mais à la fin de l'année, je m'aperçois qu'avec Franck, ça allait être difficile. Et j'ai une proposition de Ron Toronac de rentrer chez Brabham. Oui. Donc ça, c'était quand même grandiose. Et là, Franck, avec son charme et sa persuasion habituelle, il me convainc de rester parce qu'il dit j'engage un nouvel ingénieur, il va faire une voiture fabuleuse, reste avec nous. Ce qui était sympa pour moi, il tenait à moi quand même. Et je cède donc, je lui dis ok, je dis à Ron Toronac, je lui dis non. Et le jeune ingénieur, c'était un mec totalement incompétent qui nous a dessiné, j'emploie le mot un peu trop souvent, tu vas me dire, une voiture inconduisible, non compétitive, ce qui est relativement pas grave, mais qui cassait tout le temps. J'ai eu 4 sorties de route dans lesquelles j'aurais dû être vraiment blessé parce que la voiture, elle se cassait en deux. Dans la compression à Brandzach, le moteur s'est désolidarisé de la coque. Il y a tout à casser sur cette voiture. Donc non seulement elle n'était pas compétitive, elle était hyper dangereuse. Et ça m'a tué complètement ma carrière de Formule 1, parce qu'après avoir été viré de chez Matra, entre guillemets, alors que c'était Beltoise qui était visé, avoir eu une première année chez Frank Williams un peu près correcte, et puis ça se termine par un fiasco, ma carrière était morte en monoplace. Quoi. Oui, non, ça fait un petit peu mal au cœur d'entendre ça, mais enfin, on sait que c'est arrivé. Alors écoute, il y a 2 questions que je voulais te poser sur des points précis dans les années 70-71. Est-ce que tu as un souvenir, hélas, du Grand Prix de Monza 70 où Rindt se tue? Comme toujours, dans les accidents graves, toi, quand Jim Clark s'est tué derrière moi à Cunningham, je ne l'ai jamais su. Parce qu'il n'y a pas de safety car, il y a à peine un drapeau jaune, on ne ralentit pas les voitures, la course continue comme si rien s'était passé. Donc en passant, je voyais qu'il s'était passé quelque chose dans les sapins, mais personne ne sait ce qui se passe. Et à Monza, comme partout ailleurs, c'est a posteriori qu'on apprend ce qui s'est passé. D'accord. Et on a pris l'habitude, depuis nos débuts, à cette époque-là, de ne pas faire attention à ce qui se passe autour du circuit. C'est étonnant d'ailleurs quand on se replace à notre époque,
de savoir à quel point, j'allais dire on s'en foutait, c'est pas le cas, mais à quel point on s'occupait pas de ce qui se passait dans un accident. Ouais, c'est ça. Moi, je suis passé à côté de voitures dans lesquelles j'ai des amis qui étaient en train de mourir, des voitures qui brûlaient, on passe à côté, on ralentit pas, il y a à peine un drapeau jaune, on continue la course. Donc quand Rint se tue à Monza, je le sais pas, on sait après ce qui s'est passé. Alors, un an après à Monza, tu es l'auteur d'un exploit aussi fabuleux. Tu fais le meilleur tour en course, hein, tu le sais. Et ce tour à 247 km/h de moyenne va durer pendant des années comme étant le tour le plus rapide jamais fait en Formule 1. J'imagine quand même que tu en étais fier. Oui, mais là aussi, on l'apprend par hasard, si tu veux, parce qu'à Monza, ce qui joue, c'est l'aspiration. Donc, j'ai bénéficié pour ce tour-là d'une aspiration fabuleuse sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que j'ai dû passer d'une aspiration à une autre, avec un autre paquet de voitures qui m'aspire. Il se trouve que ça fait un record du tour. C'est pas du tout comme un record du tour à Spa dans la Matra, ça n'a rien à voir. Là, c'est le résultat d'un circuit rapide sur lequel il y a beaucoup d'aspirations et avec beaucoup de chance, j'ai bénéficié de bonnes aspirations. Donc, je l'ai su après. Et j'en ai pas une fierté particulière parce que d'abord la voiture était fine, la marche elle était assez fine et puis bon j'ai bénéficié de bonnes aspirations. Bon, bah, c'est très honnête de ta part de le reconnaître. Si on passe directement à l'année 74 où tu fais la saison quasi complète avec BRM, où tu retrouves Jean-Pierre Beltoise. Alors là c'était un rebond quand même. Ouais, là c'est la fin, c'est-à-dire que il y a eu un épisode un peu triste, c'est-à-dire que quand on a impliqué Motul dans une écurie anglaise en Formule 2, avec Ron Dennis comme team manager, Motul était prêt à vraiment faire des choses, à prendre de l'importance et à faire des choses encore plus importantes que ce qu'il faisait. Donc on avait un projet de Formule 1 avec Ron Dennis. Et comme Ron Dennis... comme les journalistes français, il est francophobe à plus en pouvoir. Oui. Donc faire quelque chose avec des Français, il n'a pas supporté. Et donc le projet, la Motul Rondelle, qui était une Formule 2 aux couleurs Motul, 100% Motul, dans laquelle il y avait Volek et moi, plus Tim Schenken, c'était une très très belle voiture, une belle écurie, on a eu des bons résultats. Et on a essayé de convaincre Ron Dennis que Motul était prêt à lui faire fabriquer une Formule 1. Et il nous a envoyé dégager en n'ayant aucun intérêt à faire quelque chose avec des Français, alors qu'il allait y avoir une voiture française, une Motul qui aurait été une Motul Rondelle F1 avec certainement une bonne voiture, parce que chez Ron Dennis on faisait des bonnes voitures et un bon budget. Donc on a transféré ça sur autre chose avec Beltoise. On a réussi à convaincre BRM de nous prendre et les BRM étaient aux couleurs Motul. Malheureusement, c'était le champ pas le champ du cygne parce qu'il était déjà mort, le cygne, c'était la fin de BRM. La voiture, la P180 était pas mal. La deuxième, c'était une Prix 220, je crois, comme elle s'appelait comme ça. C'était pas des voitures très mauvaises, mais il n'y avait plus les moyens de les développer, de les mettre au point, de les faire courir correctement. Donc ça a été une fin de vie pour BRM et une fin de vie pour nous en ce qui concerne la Formule 1. Oui, même si... Alors donc tu marques pas de points, effectivement, cette année 74, difficile. Et tu rebondis en 76 avec 9 Grands Prix pour le team Noref. Non, c'est pas le team Noref, c'est une Surtees d'abord. Donc ça, c'est une voiture très connue. Oui, donc, non, mais oui, je parle de l'engagement. Bon, donc là aussi, ça m'ennuyait d'arrêter ma carrière monoplace Formule 1 sur entre guillemets, le fiasco BRM. Donc j'ai monté un projet avec un ingénieur anglais qui était très sympa, que j'aimais bien, Bob Sparshott. Et j'étais aussi très bien avec John Surtees parce que je l'avais souvent entrepris pour essayer de faire quelque chose avec lui. Donc on a monté ce projet. Donc Norev, c'est un fabricant de modèles réduits, de petites voitures, qui est très connu, et qui est dans la région lyonnaise. Et on a monté un projet en prenant une Surtees. Bob Sparshott montait son équipe de mécaniciens anglais. C'était une bonne équipe d'ailleurs, il était bon. Les mécaniciens aussi.
mais on manquait vraiment beaucoup de moyens, donc ça pourrait été très, très, très intéressant sur le plan des résultats. J'ai bien aimé la voiture, elle marchait pas mal, mais enfin bon, on pouvait pas faire grand-chose, ça manquait tellement de moyens que c'était un peu désespérado, là. Ton meilleur résultat, c'est 9e en Autriche. Écoute, c'est pas honteux. Ouais, non, mais bon, c'était... effectivement, j'étais, comme beaucoup de pilotes français l'ont été par la suite, abonné aux dernières lignes de la grille de départ. Donc ça manque d'intérêt, ça m'enthousiasmait plus beaucoup. Surtout que dans le même temps, j'avais les meilleures voitures du monde en sport moto. Voilà, Donc quand on est un jeune pilote, rien que de s'asseoir dans une Formule 1, ça suffit à son bonheur. Après, avec l'expérience, s'il n'y a pas les résultats, la Formule 1, pas très passionnant, surtout quand on a les meilleures voitures du monde en sport moto en même temps. Tout à fait. Donc j'ai laissé tomber ma carrière monoplace. Ouais, ça fera évidemment l'objet de notre deuxième épisode où là, évidemment, au Mans, tu vas éclater au grand jour. Deux petites questions quand même sur l'année 76, puisque donc, tu y es avec le team de rêve. Le Grand Prix d'Allemagne, l'accident de Lauda, tu y es? Tu as un souvenir là aussi ou c'est après que tu comprends ce qui s'est passé? Non, c'est-à-dire, ce que je comprends pas, c'est comment on peut perdre son casque dans un accident. Ça, j'ai jamais compris. Parce que même, on a tous eu les mêmes casques. J'ai tapé fort quelquefois. Au Grand Prix du Canada, j'ai démoli mon casque dans un poteau en Formule 1. D'ailleurs, c'est rigolo comme anecdote, en parlant de Formule 1, j'ai été tétraplégique pendant 12 heures, ce qui est quand même assez étonnant. Oui. Et donc, j'ai pris, à l'époque, dans les bacs à sable, il y avait des poteaux qui maintenaient des grillages. Oui. Donc j'ai pris un poteau dans la tronche, dans le casque, et j'ai pas perdu mon casque. Pourtant, le choc a été très violent, puisque ça m'a paralysé, je te dis, pendant 12 heures. Ah, oui. J'ai jamais perdu mon casque dans un accident, et Dieu sait si j'ai tapé fort de temps en temps. Donc pourquoi il a perdu son casque? Et en fait, on a fait toute une histoire sur cet accident. S'il perdait pas son casque, il avait rien, pratiquement. Donc s'est retrouvé, je suis bien placé pour le savoir, déjà avec un casque ouvert, c'était pas drôle, mais sans casque du tout dans une voiture qui flambe. Et est-ce que ça valait vraiment la peine de sacrifier le circuit du Nürburgring, qui est le plus beau circuit du monde à mes yeux, à cause de ça? Non, j'ai jamais compris ce qui s'était passé, pourquoi il avait perdu son casque. Par contre, je sais ce qui s'est passé sur place. C'est Merzario qui a aidé à le sortir de la voiture. Tout le monde s'est arrêté. Effectivement, le seul problème du Nürburgring, c'est que les secours sont longs à arriver, puisque c'est un grand circuit. Mais il y avait moyen d'organiser différemment les secours, en mettant un peu plus tout autour. Enfin bon, pour moi, ça a été un scandale de sacrifier le circuit du Nürburgring pour cet accident. Et quand Lauda revient quelques semaines après au Grand Prix d'Italie, tu y es aussi. Tu te souviens avoir trouvé ça assez admirable de sa part ou sans plus? Comment tu voyais Lauda? Tu vois, je suis bien placé pour savoir que je sais ce que c'est de revenir après un accident grave et après avoir brûlé dans une voiture. Certes. Donc, que quelqu'un y arrive, même s'il a les oreilles en moins et s'il est un peu plus brûlé que moi parce qu'il n'avait plus de casque, quelque chose qu'on a fait soi-même, pourquoi les autres ne le feraient pas? Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il a abandonné au dernier Grand Prix et qu'il perde le titre. Au Japon, là où Jamais je l'aurais abandonné, moi, parce que quand je suis rentré au Nürburgring, après avoir fait 4 mois d'hôpital, tout le monde doutait de ma capacité à reconduire une voiture, y compris chez Matra, et surtout chez Matra. Donc je sais ce que c'est de revenir. Mais s'il y avait eu un titre de champion du monde en jeu, j'aurais été encore plus motivé. Moi, j'avais aucun titre, j'avais juste à reprouver à tout le monde que j'étais capable de conduire. Donc, qu'il abandonne parce que c'était trop dangereux et qu'il perde le titre pour ça, je ne l'ai jamais compris. Mais bon, ça, c'est mon opinion, c'est tout. Et James Hunt, tu le considérais comment? Ça fait partie des pilotes, il y en a 3, qui ont toujours été nuls et qui sont devenus fabuleux en Formule 1. Oui. Alors les 3... c'est James Hunt, d'accord. C'est Mansell, Ouais. qui avant ne m'a jamais fait peur, Ouais. et puis Lauda. Si tu veux, quand Lauda était en Formule 2, pour moi c'était un mec qui comptait pas. Autant il y en a qui m'impressionnaient
Tu vois, j'imagine que dans leur berceau, ils allaient plus vite déjà que la nourrice d'à côté. Donc ceux qui m'ont impressionné éternellement, c'était Peterson, c'était Rindt, sans parler de Clark et compagnie, mais je les ai pas connus à leur début. Mais dans ceux qui ont débuté en même temps que moi, Lauda, pour moi, c'était insignifiant. Quand Ferrari est venu chercher Lauda, Beltoise était toujours plus rapide que Lauda, par exemple. Quand Ferrari est venu chercher Lauda, j'ai pas compris. Et tout d'un coup, il explose. James Hunt, pour moi, il était toujours derrière. Tu vois, c'était un mec qui m'a jamais impressionné. Il arrive en Formule 1, champion du monde. Mansell, pareil. Ouais. C'est trois mystères pour moi. Parce que des mecs doués, ils sont doués depuis le début. Et eux, ils ont explosé en Formule 1, vraiment. Tu vois, c'est assez étonnant. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. Bon, pour conclure sur cet aspect F1, Henri, on a compris qu'il y avait des regrets, qu'évidemment, tu n'as pas pu concrétiser tout ton talent en F1, mais bon, c'était intéressant vraiment de t'écouter. Est-ce que malgré tout, j'ai envie de positiver, est-ce que le fait de courir en Formule 1 quand même régulièrement dans les années 70, ça te sert pas quand même pour ton bagage général de pilote qui s'exprime notamment au Mans? Ce qui était formidable à l'époque, c'est qu'il y avait 2 championnats du monde. Il y avait un championnat du monde sport prototype et un championnat du monde Formule 1. On était beaucoup de pilotes à faire les 2 championnats du monde existants. On se retrouvait tous les dimanches. D'abord, on pouvait faire les 2 championnats, parce que chaque championnat comportait 12 courses. Ça faisait 24 courses, donc c'est ce qui se passe en Grand Prix actuellement, pratiquement. Sauf qu'en Grand Prix, ils ne peuvent plus faire rien d'autre. Donc on se retrouvait avec des marques qui faisaient les 2 championnats, comme le Ferrari, Matra, et des pilotes qui faisaient les 2 championnats. Donc c'était vraiment passionnant. Et c'est vrai que conduire un proto qui est le meilleur du monde et une Formule 1 qui est une poubelle, c'était plutôt mon bagage proto que j'essayais d'apporter à la Formule 1 et pas le contraire, parce que j'avais pas de Formule 1 compétitive. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est de l'expérience en plus. C'est des circuits sur lesquels on allait avec les 2 types de voitures, ce qui était d'ailleurs assez amusant, parce que quand on allait avec la Matra 670 sur un circuit sur lequel il y avait eu un Grand Prix, on aurait été en première ligne du Grand Prix avec la Matra 670, parce que c'était une voiture fabuleuse et que les Matra F1 étaient pas très bonnes. Donc c'était effectivement... faire les 2 championnats, c'était avoir beaucoup d'expérience, mieux connaître les circuits, progresser dans les réglages si on pouvait. Enfin, c'était intéressant de faire les 2. Oui. Merci Henri, merci d'avoir participé à l'Afterlap. C'est pas fini, hein. Il y aura 2 autres épisodes où tu seras notre invité, mais là, en tout cas, voilà, nous avons passé en revue ta carrière en F1 et c'était vraiment très intéressant. Merci Henri et donc à très bientôt. À bientôt.